Enfin. Oui, je vois docteur Sawargo, je vois docteur Traoré. Amon est là. Oui, c'est OK, vous pouvez démarrer. Vous pouvez démarrer. Bonjour, chers abonnés de Bulletin Santé. Je suis Nicole Bellago, journaliste. Et aujourd'hui, nous allons échanger avec vous sur un thème d'actualité intitulé l'hypertension et le diabète, l'ennemi de nos reins. Et à cet effet, nous avons l'honneur de compter parmi nous Dr Jacob Sawargo, médecin cardiologue, chef de service cardiologie à l'hôpital Chifra. Dr Ila Sabou, diabétologue, endocrinologue. Et Dr Hassan Traoré, néphrologue au CHU Alago. Merci à vous d'avoir répondu à nos invitations. Dr Traoré, bonjour. Bonjour. Dr Sawargo, bonjour. Bonjour. Et bonjour. Dr Sabou, bonjour à vous également. Bonsoir à vous également. Et bonsoir alors. Alors, Dr Sawargo, nous allons commencer avec vous. L'hypertension artérielle est une maladie chronique très répandue dans le monde. Dites-nous l'hypertension artérielle, qu'est-ce que c'est et quelle est son ampleur au Burkina Faso? Merci. Merci à Bulletin Santé qui nous permet aujourd'hui de parler d'un sujet très important, sinon de plusieurs sujets, puisqu'on parle de diabète et de l'hypertension qui sont considérés ici comme des ennemis du rein. Alors, l'hypertension artérielle se définit selon l'OMS comme une tension artérielle supérieure ou égale à 140-90 mm de mercure. Alors, il s'agit bien sûr d'une définition qui s'applique à la tension artérielle qui a été prise au cabinet du médecin. Et que si la tension a été prise à la maison, alors les chiffres sont un peu plus bas. Et donc, parce qu'on parle d'automesure de la tension artérielle, en ce moment, la cible donc, est plus basse. Et dès que la tension dépasse 135 ou 85, donc on entre dans la définition de l'hypertension artérielle. Alors, il faut dire tout de suite qu'il y a la société américaine de cardiologie a une définition totalement différente du reste du monde. Parce qu'en Amérique, la définition, depuis quelques années déjà, c'est une tension artérielle supérieure ou égale à 130 sur 80. Mais là, c'est une définition purement américaine. Et sinon, le reste du monde, on a gardé la définition de l'OMS qui est de 140 sur 90 mm de mercure, supérieure ou égale à 140 90 mm de mercure. Vous parlez de la fréquence, c'est une maladie qui est très fréquente, qui touche tous les pays du monde. Et pour ce qui est d'un pays comme le Burkina Faso, c'est à peu près 30% de la population adulte. Merci à vous, Dr Sawargo. Et parlant du diabète, Dr Sawargo, nous allons vous demander une brève définition et sa fréquence au Burkina Faso. Merci Bulletin Santé pour encore cette occasion. Premièrement, le diabète en fait définit un ensemble de maladies métaboliques qui est caractérisé par une hyperglycémie, c'est-à-dire une augmentation de la glycémie de façon permanente, pouvant entraîner des complications chroniques. On la définit généralement, on la diagnostique à partir des signes cliniques que l'on peut retrouver chez le patient, généralement fatigue, sensation d'uriner fréquente, sensation fréquente également de boire, et le dosage du sucre dans le sang qui devient supérieur. On le contrôle à 2 reprises, on demande 2 contrôles qui doit revenir supérieur à 7 mmol par litre, de façon générale en fait. La fréquence du diabète est très élevée dans le monde. On estime qu'à d'ici 2030, 8 à 10% de la population mondiale seront atteints en fait de diabète. Au Burkina Faso, ici le constat, en fait, c'est la fréquence en consultation, la fréquence dans les services d'hospitalisation et également un constat aussi, c'est que chaque famille burkinabé aujourd'hui compte au moins une personne diabétique. Sinon, les dernières études qui ont été réalisées en 2013 montraient une fréquence d'à peu près 5%. Mais je pense qu'en cette année 2021, c'est largement dépassé. Merci à vous, Dr Salmon. Et Dr Traoré, pouvez-vous nous rappeler la définition de la maladie rénale et sa fréquence au Burkina Faso?
Ok, merci beaucoup et merci vraiment à Bulletin Santé. Vraiment, c'est une belle occasion de parler de ces trois gros problèmes-là. Et merci de pouvoir le faire à côté de mes deux collègues et frères, je vais dire. Il faut savoir que la maladie rénale chronique peut se définir comme le fait d'avoir une anomalie des reins. Donc, une anomalie qui évolue depuis au moins 3 mois. Donc, ça peut être une anomalie qu'on peut retrouver dans le sang. On peut faire un examen de sang, on voit une créatinine, par exemple, qui est élevée. Ça peut être une anomalie qu'on peut retrouver dans les urines, le fait d'avoir du sang dans les urines, le fait d'avoir des protéines dans les urines. Et lorsque ça dure depuis plus de 3 mois, on parle chez nous d'une maladie rénale chronique. On peut également avoir une anomalie à l'échographie des reins ou au scanner des reins. Par exemple, avoir des kystes dans les reins, avoir des reins qui ont diminué de taille. Lorsque tout ça c'est présent et que ça persiste pendant plus de 3 mois, on parle de maladie rénale chronique. Donc, c'est des anomalies qui sont donc irréversibles, comme je le dis. J'en profite pour faire une petite nuance. Souvent, les gens confondent la maladie rénale chronique et l'insuffisance rénale chronique. L'insuffisance rénale chronique, c'est juste une complication. Ça veut dire que ces anomalies dont j'ai parlé là pourront être présentes au niveau des reins et entraîner leur destruction, aboutissant à la perte des fonctions des reins. C'est en ce moment qu'on va parler d'insuffisance rénale chronique. Concernant l'ampleur du problème, il faut savoir que la maladie rénale chronique, à l'instar du diabète et de l'hypertension artérielle, est un sérieux problème de santé publique mondiale. Donc, le Burkina Faso ne fait pas l'exception. On dénombre environ dans le monde à un peu moins d'1 milliard de personnes qui ont une maladie rénale chronique. En 30 ans, cette prévalence-là a augmenté d'environ 30%. C'est énorme pour une maladie, c'est énorme pour la population. Donc, lorsque la maladie rénale chronique, par exemple, est associée au diabète, on la classe par exemple, au quatrième niveau de cause de décès globalement. Donc, imaginez-vous, lorsque on classe toutes les causes de mortalité, la maladie rénale chronique et le diabète sont, par exemple, en quatrième niveau lorsqu'ils sont ensemble. Donc, c'est quelque chose de très invalidant, c'est quelque chose de mortel, on va dire. Merci à vous, Dr. Traoré. Et nous allons revenir à vous, Dr. Sadibou. Quel est le lien entre l'hypertension artérielle et le diabète? Merci, Bulletin Santé. Le premier lien ici que je vais décrire est dans la fréquence. Près de 80% des patients diabétiques sont hypertendus. Ça, c'est le premier lien. Maintenant, beaucoup de nos patients, en fait, beaucoup des patients hypertendus qui sont suivis, en fait, généralement, finissent diabétiques. Maintenant, comment cela est possible? Il y a deux situations. Dans le cas, par exemple, du diabète de type 1. Dans le diabète de type 1, on aura en fait d'abord l'atteinte rénale, et c'est l'atteinte rénale qui va entraîner en fait l'hypertension artérielle. Parce que tout simplement, on aura une augmentation du début de filtration. La taille des reins va augmenter, et quand on a une augmentation du début de filtration, je pense qu'il y a des perturbations au niveau en fait de la pression artérielle en fait. Voilà, des perturbations au niveau des échanges surtout de sodium, du sel. Dans le diabète de type 2, ce qui se passe, c'est que si on veut décrire très bien d'abord même le diabète de type 2, le diabète de type 2, en fait, c'est une complication d'un état pathologique d'abord préexistant. Cet état pathologique-là, c'est ce que l'on appelle le syndrome d'insulinorésistance. Je vous explique comment se passe le diabète. C'est-à-dire que dans le corps humain, on a un organe que l'on appelle pancréas qui fabrique une hormone que l'on appelle insuline. Et l'insuline est la seule hormone capable en fait de baisser le taux de sucre dans le sang.
Donc, avant que le taux de sucre ne baisse, le pancréas va réagir par rapport à toutes les modifications qui sont en train d'arriver pour contrebalancer en fait cet équilibre du sucre dans le sang. Et le pancréas va aller jusqu'à même doubler sa production d'insuline. Et cet hyperinsulinisme-là, c'est-à-dire ce taux élevé d'insuline, entraîne en fait une perturbation au niveau de l'hémodynamique et au niveau également rénal. Et ça va entraîner une hypertension artérielle qui va être là avant le diabète. Vous voyez. Donc, le diabète va venir après. Et également, quand vous reprenez en fait le diabète, j'explique toujours en fait aux patients que le sucre circule dans le sang. Et comme il circule dans le sang, il passe dans les vaisseaux sanguins. Et quand il passe dans les vaisseaux sanguins, il abîme les vaisseaux sanguins. Et l'intérieur des vaisseaux sanguins, quand ils vont se trouver modifiés, vous voyez, le cœur contient et porte les plus gros vaisseaux de l'organisme. Au niveau des reins, on a un réseau très dense également de vaisseaux. Ce qui va augmenter en fait les résistances, surtout les résistances au niveau du cœur. Alors que quand les résistances périphériques augmentent, le cœur va donner plus de force pour pomper le sang et la pression artérielle va monter. Le lien encore entre diabète et hypertension artérielle, c'est dans les complications. Parce que quand j'ai parlé de syndrome d'insulinorésistance, ça se regroupe en fait chez des patients qui ont ce que l'on appelle en fait le syndrome métabolique. Et ces patients sont autant à risque d'être hypertendus que d'être également diabétiques. Et l'hypertension partage des complications communes sur le cœur. L'hypertension artérielle a des complications au niveau du cœur, le diabète a des complications au niveau du cœur, l'hypertension artérielle a des complications au niveau du rein, le diabète également a des complications au niveau du rein. L'hypertension artérielle a des complications au niveau du cerveau, le diabète également a des complications au niveau du cerveau. Vous voyez. Et à eux deux, ils vont majorer les complications et les faire arriver plus tôt et les aggraver encore plus. Merci à vous. Nous allons poursuivre avec Dr Sawadou. Dr Sawadou, comment le diabète peut-il faire monter la tension artérielle? Alors, merci pour cette question. Alors, le diabète fait-il augmenter la tension artérielle? C'est une question qui est assez souvent posée, effectivement, et c'est réel. Peut-être Salomon disait tout à l'heure que 80% des patients diabétiques souffrent d'hypertension artérielle. Je dis qu'il y a vraiment un lien très étroit entre l'hypertension artérielle et le diabète. Et d'ailleurs, les réponses qu'elle vient de donner sur le lien entre l'hypertension et le diabète permet de comprendre que, effectivement, le diabète peut faire augmenter l'hypertension artérielle. Et d'ailleurs, pour revenir sur une partie d'autres éléments du lien d'ailleurs entre l'hypertension et le diabète, il faut dire que ces deux maladies partagent des facteurs de risque qui sont communs. C'est-à-dire que vous voyez, l'hypertension artérielle et le diabète ont tous les deux en commun des facteurs de risque que sont l'obésité, la sédentarité, et ça se retrouve dans l'hypertension tout comme dans le diabète. Et donc, c'est déjà un lien entre ces deux maladies parce que les deux partagent des facteurs de risque en commun. Deuxièmement, il faut dire aussi que l'hypertension artérielle et le diabète sont toutes deux des maladies, mais sont aussi tous deux des facteurs de risque cardiovasculaire. Du coup, ça fait encore un autre lien donc, entre l'hypertension et le diabète. C'est-à-dire, elles sont des maladies, l'hypertension et le diabète sont des maladies à part entière, mais sont aussi des facteurs de risque pour d'autres maladies cardiovasculaires. Alors, et quand on regarde le mécanisme même du diabète et aussi de l'hypertension artérielle, quand on regarde l'évolution de ces deux maladies, on se rend compte que toutes deux sont agressives sur les vaisseaux. Et cette agressivité sur les vaisseaux sera à l'origine des complications dont parlait le docteur tout à l'heure, des complications au niveau du cerveau, des complications au niveau même du cœur, mais aussi des complications au niveau du rein pour revenir donc à la maladie rénale chronique et à l'insuffisance rénale. On va certainement mieux évoquer le docteur Traoré. Alors, donc, par tous ces éléments-là, le diabète a donc tendance à augmenter effectivement la tension artérielle du patient, ce qui fait que dans la population de diabétiques, le nombre d'hypertendus ne fera qu'augmenter, même si quelquefois, certains sont même hypertendus, mais n'étaient juste pas connus, et le diabète était peut-être l'occasion qui a permis de découvrir leur hypertension et vice-versa, mais il y a un retentissement assez net entre les deux, une interaction entre les deux.
Merci, Dr. Sawako. Et alors, chers abonnés, nous vous rappelons que le thème de ce jour est intitulé le diabète et l'hypertension artérielle, les ennemis de nos reins. Vous pouvez également poser différentes questions en commentaire. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous revenons à Dr. Traoré. En quoi le diabète et l'hypertension artérielle participent-ils à la maladie rénale chronique? Ok, merci. Je vais commencer par dire que c'est nos deux plus grands ennemis. C'est les deux premières causes de maladies rénales chroniques dans le monde de façon globale, ces deux pathologies-là, le diabète et l'hypertension artérielle. Et même pire, nos patients qui ont une maladie rénale chronique et qui seront en dialyse, par exemple, il faut savoir que plus de la moitié sont soit hypertendus, soit diabétiques, soit hypertendus et diabétiques. Lorsque vous imaginez toutes les maladies qui peuvent être responsables de maladies rénales chroniques et que rien que ces deux-là représentent la moitié des patients, ça montre quelle est leur dangerosité pour les reins. Premièrement, lorsqu'on va prendre le diabète, il est, en général, comme c'est quelque chose de silencieux, ça va évoluer à bas bruit en bas et gâter les reins au niveau d'une de ces parties, au niveau de la partie qui filtre au niveau des reins. Juste un petit rappel, les reins dans le corps, leur fonction, c'est épurer le sang, donc débarrasser le sang des déchets qui vont rentrer, que ce soit les toxiques, que ce soit, je peux dire, par exemple, le mercure, les pesticides, débarrasser le sang, par exemple, de l'excès d'eau. Et il y a d'autres fonctions de sécrétion d'hormones qui sont indispensables pour le corps. Donc, cette partie qui filtre le sang, là, malheureusement, le diabète, c'est à ce niveau que ça va le détruire. On parle du glomérule. Et lorsque le glomérule est détruit progressivement, le rein perd sa fonction de filtration assez relativement rapidement. Et on habitue à une insuffisance rénale chronique. Et bon, malheureusement, là, il faut dialyser. L'hypertension, par contre, lui, ou bien elle va altérer les vaisseaux. Parce que dans le rein, on a de petits vaisseaux qui doivent acheminer le sang pour que ce sang-là soit épuré. L'hypertension va dégrader ces vaisseaux-là de telle sorte que le sang ne sera pas bien acheminé, sera mal acheminé, donc la fonction d'épuration aussi va mal se faire et à la longue, le rein va se détruire et ça va nécessiter ce qu'on appelle un traitement de suppléance chez nous, ça veut dire faire quelque chose d'autre à la place du rein pour épurer le sang. Ça, c'est un peu la façon dont ces deux pathologies-là vont détruire le rein. Et comme le disaient mes prédécesseurs, il s'agit de facteurs de risque cardiovasculaire importants. Le diabète, l'hypertension, la maladie rénale chronique également est un facteur de risque cardiovasculaire. Donc, va détruire les vaisseaux, va détruire le cœur, va détruire le cerveau, les yeux. Donc, c'est un peu le lien qu'on a entre ces trois-là. Enfin, ce que je vais dire, on a des patients qui ne sont ni diabétiques ni hypertendus, mais lorsqu'il y aura une maladie rénale chronique, ces patients-là vont développer une hypertension artérielle. Donc, j'ai parlé de ceux, des hypertendus qui vont en tout cas avoir une maladie rénale chronique, mais la maladie rénale chronique, elle aussi, elle peut être responsable d'une hypertension artérielle. Donc, la cause devient conséquence et la conséquence devient cause selon les patients. Est-ce que je peux dire sur ça? Nous allons poursuivre. Je le rappelle, c'est une néphrologue au CHU à Ouagadougou, pouvant conduire à ces complications. Je n'ai pas bien compris. Je pense qu'il y a eu un petit problème. La question. Oui, je demande quels sont les autres facteurs de risque associés pouvant conduire à ces complications. Voilà. Bon, je vous disais que la tension et le diabète, l'hypertension et le diabète étaient les deux premières causes. Donc, il y a
plein d'autres causes qui sont fréquentes et qui également vont détruire les reins, pouvant entraîner une maladie rénale chronique. On a les maladies infectieuses. Lorsqu'on prend l'exemple de l'infection à VIH, c'est une autre grande cause de détérioration des reins. L'infection par le virus de l'hépatite B ou de l'hépatite C, c'est vraiment d'autres grosses causes. On a les cancers. Tout de suite, on vient de faire l'octobre rose pour le cancer du sein chez la femme. On a le cancer de la prostate, le cancer du col de l'utérus. Donc, c'est des cancers qui peuvent également détruire les reins. À côté de tout ça, on a les toxiques. Une partie, souvent, dans certains médicaments qu'on va dire traditionnels, moi je ne dirais pas traditionnels, dans certaines phytothérapies, on a certaines substances qui, par mauvais dosage ou par mauvais mélange, peuvent entraîner une maladie rénale chronique. C'est le cas aussi à côté de la phytothérapie. On a certains toxiques. Vous avez les orpailleurs qui utilisent beaucoup le mercure. Le mercure est un gros toxique qui peut altérer les reins. On a certains pesticides, donc nos agriculteurs qui nous font manger de janvier à décembre, je vais dire. Mais lorsque ces pesticides-là ne sont pas bien utilisés, lorsque ceux qui les utilisent ne sont pas bien protégés, lorsque ceux qui vont consommer les aliments, ça veut dire les choses n'ont pas été bien utilisées et que ça infiltre les aliments, ça peut être une cause également de maladie rénale chronique. Donc, avoir la tension, l'hypertension artérielle, avoir le diabète, c'est une grosse cause. Et lorsque tout ça, ça vient s'ajouter, vous voyez qu'on augmente, je ne sais pas si je vais dire ses chances, je vais dire ses malchances d'avoir une maladie rénale chronique. Alors, docteur Traoré, est-ce que cela sous-entend que tous les patients hypertendus et diabétiques feront une complication rénale? Non, surtout pas. Non, ne découragez pas les patients du docteur Saloukou et du docteur Jacob, sinon quand même, ils vont avoir peur. Non. Tous les patients diabétiques et hypertendus ne feront pas forcément une insuffisance rénale chronique, une maladie rénale chronique. Heureusement d'ailleurs. Et les patients dépistés tôt, les patients bien traités, qui suivent, qui sont assez observants, en tout cas, ont très peu de chances d'avoir une insuffisance rénale chronique. Ça, il faut qu'on le sache, ça montre l'importance du dépistage précoce. Donc, on a les conditions dans lesquelles les patients vont présenter une maladie rénale chronique. C'est le fait de ne pas suivre son traitement. C'est le fait de ne pas se dépister. Se faire dépister, c'est des maladies qu'on dit silencieuses. Donc, il faut aller les traquer, les diagnostiquer et les traiter. Donc, non. Tout le monde, tous les hypertendus, tous les diabétiques ne vont pas forcément faire une insuffisance rénale chronique. Merci, docteur Traoré, pour cette précision. Nous revenons à docteur Jacob Sawadou. Je le rappelle, docteur Sawadou est médecin cardiologue, chef de service cardiologie à l'hôpital Chira. Docteur Sawadou, à quel moment doit-on rechercher une complication rénale chez une personne hypertendue? Alors, à quel moment rechercher une complication rénale? Il faut dire que pendant tout le suivi du patient hypertendu, il faut constamment s'assurer que le patient ne fait pas une maladie rénale, une complication rénale liée à son hypertension artérielle. Ça veut dire tout simplement que dès que le diagnostic de l'hypertension artérielle est posé, il y a un bilan initial qui intègre la recherche justement de cette complication rénale. Et donc déjà dès le moment du diagnostic, avant même que le patient ne soit mis sous traitement, alors on s'assure qu'il n'y a pas une maladie rénale, une complication rénale déjà sur ce patient. Et si c'est le cas, surtout que le patient n'a pas de complication rénale et qu'on le met sous traitement, le suivi impose aussi de faire un bilan dans une certaine régularité en fonction bien sûr du degré de l'hypertension, des autres facteurs de risque associés, et parce que les patients n'ont pas tous
ne sont pas tous classés dans la même classe. Donc, en fonction des autres facteurs associés, des comorbidités ou autres, donc, il y aura un bilan plus ou moins rapproché ou plus ou moins espacé pour surveiller, en tout cas, cette possible survenue de maladie rénale ou d'insuffisance rénale liée à cette hypertension artérielle. Donc, cette recherche de maladie rénale, de complications rénales, se fait pendant tout le suivi. C'est justement pour ça que même quand le patient hypertendu est sous traitement et que sa tension artérielle est normale avec les médicaments, il doit continuer à aller à ses rendez-vous parce que le rendez-vous ne consiste pas seulement à contrôler la tension artérielle, mais aussi à surveiller tous ces aspects pour s'assurer qu'il n'y a pas de complications et si jamais il y avait une complication, qu'il puisse y avoir une prise en charge assez rapide pour éviter qu'on arrive à des situations dramatiques. Et justement, parce que certains pensent que dès que les médicaments de l'hypertension artérielle qui entraînent l'insuffisance rénale, il s'avère qu'il y a des gens qui arrêtent leur traitement parce qu'ils se disent que non, on a dit que quand on prend les médicaments pendant longtemps, on développe l'insuffisance rénale. Alors, je profite de cette question-là pour dire tout de suite que, vous l'avez bien entendu dès le début, c'est la maladie elle-même, c'est-à-dire l'hypertension artérielle elle-même, qui peut être cause de maladies rénales ou d'insuffisance rénale ou le diabète lui-même et non le traitement. Donc, ce n'est pas les médicaments qu'on vous prescrit pour l'hypertension artérielle ou pour le diabète qui vont entraîner la maladie rénale ou l'insuffisance rénale, mais ce sont ces maladies elles-mêmes, lorsqu'elles ne sont pas traitées, lorsqu'elles ne sont pas dépistées, lorsqu'elles ne sont pas bien prises en charge, que ça peut effectivement évoluer vers ces complications-là. Donc, la recherche de la maladie de l'insuffisance rénale sur le patient hypertendu, c'est pendant toute la durée du traitement, de la prise en charge et du suivi du patient. Merci à vous, Dr. Sawadou. À votre niveau, Dr. Sawadou, je rappelle également que vous êtes diabétologue, endocrinologue. À quel moment doit-on rechercher une complication rénale chez une personne diabétique? Merci. Chez la personne diabétique, d'abord, je vais commencer par la personne diabétique type 2. Je vous ai expliqué qu'en fait, sont d'abord hypertendus avant d'être diabétiques. Donc, ce qui veut dire que dès le début du diabète, nous recherchons le diabète de type 2, nous recherchons en fait, la maladie rénale diabétique. Parce que le diabète, en fait, surtout le diabète de type 2, a créé une épidémie, mais elle a aussi créé une épidémie en fait, de maladie rénale diabétique, comme l'a si bien dit Dr. Traoré. Et après, tous les ans, on répète en fait la recherche en fait, de la maladie rénale diabétique. Parce que le diabète lui-même, il y a des conditions. Voilà, pour ne pas évoluer vers la maladie rénale diabétique, il faut que le diabète soit très bien équilibré. Donc, on continue à rechercher et sans oublier aussi que la personne diabétique, c'est une personne vivant dans un environnement toxique, de ces pesticides, comme le docteur Traoré l'a si bien dit. Pour le diabète de type 1, c'est 5 ans après, parce que le diabète de type 1, c'est une maladie qui apparaît très rapidement. Donc, c'est 5 ans après le début de ce diabète-là que l'on recherche en fait la maladie, on dépiste en fait la maladie rénale diabétique. Et après, tous les ans, on doit répéter. Tous les ans, on doit répéter la maladie rénale diabétique. Et j'appuie encore ce que Dr. Sawadou a si bien dit. Beaucoup de patients, effectivement, quand ils viennent pour leur diabète, ils disent, ah, docteur, si c'est un traitement à vie, est-ce que ça ne va pas jouer sur mes reins? Mais nous, notre constat, la majorité des patients qui font une maladie rénale diabétique négligent leur diabète. Un patient diabétique très bien équilibré n'évoluera pas vers la maladie rénale diabétique. Parce qu'en fait, sinon, on n'aurait pas de raison en fait, de soigner. Donc, on le rappelle, c'est très important. Tout comme le diabète se dépiste, tout comme l'hypertension artérielle se dépiste, la maladie rénale diabétique également se dépiste. Merci, Dr. Sawadou. Nous revenons vers Dr. Traoré. Comment se fait le diagnostic, notamment pour savoir s'il y aurait un atteinte? C'est relativement simple. C'est relativement simple. Mais juste avant de dire ça, souvent les patients veulent que leur maladie dure. Donc, on vient de découvrir leur hypertension artérielle ou leur diabète. Donc, ils se disent non, normalement, je ne dois pas avoir de complications. Non,
Ce n'est pas parce qu'on vient de découvrir aujourd'hui qu'on est diabétique ou hypertendu que la maladie a commencé aujourd'hui. En général même, la maladie a commencé il y a longtemps. Ça peut évoluer depuis 5, 10, 15 ans sans qu'on s'en rende compte. Donc, je répète encore, c'est des silencieux, c'est des tueurs silencieux. Donc, ça peut être là depuis longtemps. Donc, on a des patients en général qui ont un passé d'hypertension artérielle connu ou de diabète connu ou pas. Donc, quand ils vont venir, ils peuvent avoir des signes ou pas. Mais il faut savoir que lorsque la maladie rénale chronique, elle est là, lorsqu'elle est liée à un diabète ou à une hypertension, les signes sont rares. Les signes sont rares et c'est à l'examen de sang, par exemple, qu'on va voir une augmentation de la créatinine dans le sang. Lors de l'examen des urines, on peut retrouver des protéines dans les urines ou lors d'une échographie, on peut voir des reins qui ont diminué de taille. Donc, c'est à l'issue de ces examens-là qu'on peut un peu dire qu'il y a une maladie rénale chronique. Donc, au cours du diabète particulièrement, on va retrouver dans les urines des protéines, de l'albumine. On peut faire un examen très simple. Il s'agit de l'examen à la bandelette urinaire. Les femmes enceintes connaissent ça parce qu'on leur fait ça régulièrement lors des CPN. Donc, il suffit d'avoir un peu d'urine, d'avoir la bandelette qui ne coûte pas cher. Je ne sais pas, je sais que peut-être 100 francs ou 500 francs. On plonge la bandelette dans le bocal d'urine et on voit. Est-ce qu'il y a des protéines ou pas dans les urines? C'est déjà quelque chose de très important et de très simple pour nous montrer, par exemple, qu'il y a une néphropathie diabétique. Ça veut dire une maladie rénale chronique liée au diabète. Pour l'hypertension artérielle, c'est un peu plus difficile parce que l'hypertension artérielle peut altérer les reins de façon chronique, un peu avancée. Par exemple, 40% des reins peuvent être détériorés, mais on ne verra aucun signe. On ne verra aucun signe. Bon, c'est aussi le cas pour le diabète de toute façon. Donc, le patient, il est là, il marche, il est content, mais son rein se détériore au fur et à mesure. Donc, même si on ne voit pas la maladie rénale chronique, que ce soit cliniquement, que ce soit après les examens de sang, d'urine ou d'imagerie, les mesures de protection sont obligatoires parce qu'on ne sait jamais à quel niveau se trouve le problème. Voilà. Et docteur Traoré, une fois le diagnostic fait, comment se fait la prise en charge à votre niveau? À notre niveau, lorsqu'on arrive à faire le diagnostic d'une maladie rénale chronique, qu'elle soit liée à l'hypertension artérielle ou au diabète, et il faut ralentir le problème. Parce que je vous ai dit au début que parler de maladie rénale chronique, c'est parler d'anomalies, de lésions qui sont irréversibles. On ne revient plus à la norme. Ça, il faut le savoir. On ne revient plus à la norme. Donc, initialement, la première chose à faire, c'est empêcher que la chose progresse. Donc, on donne des mesures d'hygiène de vie, dans la nourriture, on conseille du sport, on prescrit des médicaments pour régler les problèmes qu'on peut trouver. Lorsqu'on a une infection, il faut la traiter. Lorsqu'on a un cancer, il faut traiter. Voilà, c'est un peu des troubles comme ça et des troubles dans le sang. Lorsqu'on va les trouver, on va les traiter pour ralentir la progression. Et on arrive à le faire lorsque les patients acceptent d'adhérer au traitement. D'abord, lorsqu'ils adhèrent au traitement de l'hypertension ou du diabète, ça c'est une condition sine qua non. Et secondairement, ils adhèrent au traitement que nous on va associer pour ralentir la progression. Donc, je disais tantôt, on arrive à le faire et beaucoup de patients peuvent évoluer tellement lentement qu'ils ne vont jamais, par exemple, arriver en dialyse. Ils ne vont jamais être confrontés aux difficultés d'un problème de rein avancé. Mais malheureusement, il peut arriver que les patients arrivent en dialyse
Ça veut dire qu'ils détruisent leurs reins de telle sorte que les fonctions essentielles de ces reins-là ne peuvent plus être assurées. Donc, en ce moment, on est obligé d'assurer, en tout cas, de traiter le patient soit par la dialyse, soit par la transplantation rénale pour que ce patient-là survive, parce que sans rein, on meurt, ou pour que ce patient ait quand même une bonne qualité de vie proche de quelqu'un qui n'a pas de problème de rein. Donc, c'est un peu ce qu'on fait lorsque la tension, l'hypertension artérielle ou le diabète vont détruire les reins. Merci, Dr. Traoré. Je reviens vers Dr. Sawato. Quel est votre rôle dans la prise en charge des patients? Pardon? Quel est votre rôle dans la prise en charge des patients? Des patients, un rôle dans la prise en charge des patients. Alors, la prise en charge des patients, je suppose des patients qui souffrent d'hypertension artérielle. C'est ça? Oui, bien sûr. D'accord. Alors, le rôle du cardiologue dans la prise en charge du patient qui souffre d'hypertension artérielle, c'est d'abord de faire le diagnostic de l'hypertension. Lorsque ce n'est pas fait, il y a des patients qui vont arriver déjà parce qu'ils ont été vus par d'autres confrères, soit par des médecins généralistes ou par des infirmières, et qui ont diagnostiqué de l'hypertension et qui ont décidé d'envoyer le patient pour une exploration sur le cardiologue. Tout comme ça peut être aussi le diagnostic, le premier contact entre le patient et le médecin peut être au niveau du cardiologue. Donc, en ce moment, ce sera d'abord de poser le diagnostic de l'hypertension artérielle, parce qu'il faut savoir que, contrairement à ce que pensent certaines personnes, ce n'est pas parce qu'on a une tension qui est élevée une seule fois qu'on fait de l'hypertension artérielle. Voilà. La tension élevée une seule fois ne suffit pas pour définir l'hypertension artérielle. Il faut une tension élevée, effectivement, de manière répétée, pour qu'on puisse poser le diagnostic d'hypertension artérielle. Donc, il faut confirmer le diagnostic. Après, il faut faire le bilan du patient. Et dans le bilan, c'est ce qu'on appelle l'évaluation globale du risque. Cette évaluation globale va consister à stadifier l'hypertension artérielle et les facteurs de risque associés pour savoir à quel profil de patient hypertendu avons-nous. C'est dans cette évaluation qu'on va se rendre compte que le patient est peut-être diabétique, ou a peut-être déjà une insuffisance rénale, a peut-être une dyslipidémie, c'est-à-dire du cholestérol. Le patient a de l'obésité, le patient il est peut-être sédentaire, il ne fait pas de sport, il fume, etc. Donc, on va évaluer le risque global. Voilà. Donc, c'est ressorti tous les facteurs de risque cardiovasculaire dont présente ce patient afin de pouvoir intégrer tous ces aspects dans son traitement. Alors, donc, lorsque tout cela est fait, alors, l'étape suivante va consister à décider la thérapeutique du patient. Cette thérapeutique peut consister simplement à prescrire un style de vie différent, c'est-à-dire un régime alimentaire, par exemple. On n'a pas évoqué le sel, mais par exemple, que ce soit dans l'hypertension ou comme dans la maladie rénale, on parlera du rôle du sel. Donc, ça va consister à demander au patient de réduire sa consommation de sel, de réduire sa consommation d'alcool, alors de faire de l'activité physique sportive, etc. Et donc, ça, c'est le premier niveau de traitement et qu'on appelle donc les mesures hygiéno-diététiques qui consistent donc à conseiller aux patients pour réduire les facteurs de risque, pour essayer d'influencer la tension dans le sens de la défaite par ces mesures hygiéno-diététiques. Maintenant, il peut arriver que cela ne suffise pas. Cela peut ne pas suffire et qu'on arrive donc au stade des médicaments. Et donc, ça consiste donc de prescrire les médicaments en fonction de tout ce que je disais précédemment là, le profil tensionnel, les autres facteurs associés qui vont faire que deux patients peuvent avoir à peu près la même valeur tensionnelle, mais ne pas avoir le même type de traitement parce que l'un est obèse et l'autre non, parce que l'un a une maladie rénale et l'autre pas, parce que l'un est diabétique et l'autre pas. Donc, le traitement médicamenteux va prendre en compte tous ces aspects-là. Et puis, bien sûr, après le traitement, il faut suivre le malade. Voilà, donc il faut suivre le malade. Et ça sera donc des rendez-vous en fonction des chiffres tensionnels auxquels on est parvenu. Est-ce que l'objectif tensionnel est atteint ou pas? Il faut surveiller le patient donc, pour éviter justement la survenue des complications, dont par exemple l'insuffisance rénale. Il y a bien sûr d'autres complications qu'il faut prévenir, parce qu'on a parlé on a dit plus tôt que c'est des maladies qui ont beaucoup de complications. Et donc, le suivi va consister donc à s'assurer que la tension artérielle est bien contrôlée, que les différents paramètres sont pris en compte,
mais surtout que les complications n'interviennent pas donc pour ce patient. Et bien sûr, il y a des explorations qui sont faites dans le bilan initial, mais aussi dans le suivi. Alors, des bilans qui sont typiquement cardiologiques, je vais parler de l'électrocardiogramme, qui est un examen qu'on fait en cardiologie et qu'on explore pour avoir une idée sur l'état de l'activité électrique du cœur. Il y a l'échographie du cœur qui peut être faite pour pouvoir explorer le cœur de ce côté aussi. Et tout ça fait partie donc de travail que nous allons faire avec le patient qui est hypertendu. Et bien sûr, si nous dépistons un début de dégradation ou une dégradation de la fonction rénale, le patient va être adressé à néphrologue pour compléter cette prise en charge. Ce sont des maladies qui demandent très souvent une prise en charge multidisciplinaire associée le cardiologue, le médecin néphro et éventuellement le diabète aussi, parce que très souvent, comme on le disait au début, ce sont des patients qui présentent et le diabète et l'hypertension en même temps. Et quand les deux sont associés, le risque de faire la maladie rénale devient encore plus important. Donc, ces patients doivent être encore plus surveillés, bien sûr, avec des cibles qui sont, pour lesquelles on doit être plutôt strict. Donc, voici à peu près le rôle que nous avons dans la prise en charge de ces patients. Merci, Dr. Sawango et Dr. Sanibou. À votre niveau, comment se fait la prise en charge des patients? Merci, bulletin santé. La prise en charge des patients, moi, je vais aller directement dans la prise en charge en fait, des patients. Mon rôle que je joue en fait, dans la prise en charge des patients qui ont une maladie rénale diabétique. Le premier rôle, en fait, en tant que diabétologue, se trouve dans la prévention. Voilà. Et la prévention, c'est le dépistage. C'est la lutte contre les facteurs de risque que nous avons eu à citer. Oui. Et le dépistage précoce, parce que tant qu'on ne dépiste pas, on ne pourra pas savoir qu'il y a une maladie rénale diabétique qui va évoluer en fait, vers une insuffisance, qui pourra évoluer vers une insuffisance rénale. Et après, si la prévention en fait n'a pas pu en fait assurer, ou bien que au niveau du dépistage, nous sommes face en fait à une maladie rénale diabétique, c'est d'équilibrer en fait la glycémie. Bon, je rajoute en fait cette prévention aussi pour prévenir la maladie rénale diabétique. Il faut une glycémie très bien équilibrée, donc un suivi très sérieux du diabète. Ensuite, il y a l'équilibre de la glycémie aussi qui va encore accompagner en fait les patients atteints de maladie rénale diabétique. Parce que tout comme l'a dit Dr Traoré, il faut ralentir en fait la progression de la maladie. Et également, nous prenons en charge les autres facteurs de risque cardiovasculaire. Et je vais rappeler qu'en fait, parmi le grand groupe des patients diabétiques qui font la maladie rénale diabétique, il y a ces patients qui associent d'autres facteurs comme l'obésité, la dyslipidémie, la sédentarité. La dyslipidémie, c'est le taux de cholestérol qui est élevé, et également la prise du tabac. Il y a un autre point que je ne dis pas. Quand il va s'agir d'une femme, il faut prescrire une contraception adaptée. Parce que dès lors que vous faites une maladie rénale diabétique, les grossesses deviennent des grossesses à problème. Et ici, on est là pour parler de mortalité. Ici, on parle de mortalité, il faut parler également de mortalité maternelle. Parce que s'il n'y a pas une contraception efficace et adaptée dans ces situations, nous aurons fait la part en tant que cardiologue ou en tant que diabétologue, mais à la maternité, les choses vont aller s'aggraver et se deviennent plus. Voilà le jeu que nous jouons en gros en fait dans la prise en charge de la maladie rénale diabétique. Merci. Nous revenons vers Dr Sawadou. À votre niveau, quelles sont les dispositions à prendre pour éviter les complications? Alors, pour éviter les complications, ça veut dire qu'on parle en ce moment de la prévention secondaire. Voilà, dans le langage médical, c'est la prévention, il y a deux groupes de prévention, ici en tout cas. Prévention primaire pour ceux qui ne sont pas encore malades, et prévention secondaire, donc, ça concerne ceux qui ont déjà développé une maladie et il faut donc surveiller ces gens-là. Donc, ça va consister justement à faire la prévention secondaire. C'est-à-dire, le patient est déjà hypertendu connu et il a peut-être développé déjà une maladie rénale ou pas. S'il n'a pas encore développé la maladie rénale, ça veut dire que ça rentre vraiment la prévention secondaire de toute hypertension artérielle. S'il a déjà développé une maladie rénale, c'est lié à l'hypertension, c'est-à-dire qu'il y a déjà des complications de son hypertension artérielle. Donc, c'est vraiment de la prévention pour ne pas développer cette maladie rénale-là. Et cette prévention, à ce stade, pour un patient qui est déjà hypertendu, connu, c'est de travailler
à avoir des chiffres tensionnels normalisés, c'est-à-dire avoir une tension contrôlée. Une tension contrôlée, c'est avoir des chiffres tensionnels qui reviennent dans les valeurs dites normales. Et en parenthèse, quand je parle de tension dite normale, il y a une confusion qui se fait très souvent dans certains centres de santé, parce que nous recevons beaucoup de patients hypertendus, traitement, mais qui ont arrêté seulement parce que quelqu'un aurait dit que comme la tension est normale aujourd'hui, je ne vais pas prendre votre médicament. Voilà le premier point. C'est-à-dire, déjà, le fait d'avoir un traitement, c'est très bien, mais de ne pas le prendre régulièrement, c'est-à-dire qu'on est en train de ne pas être dans une bonne prévention secondaire. Donc, même si on prend la tension artérielle, qu'il soit à la maison, en cabinet ou n'importe où, et que ça reflétait plusieurs fois une tension artérielle normale, il ne faut pas oublier que c'est avec médicaments, vous avez ces chiffres qui sont normaux, non sans médicaments. Et donc, si on arrête les traitements, ça va repartir à la hausse et les complications vont continuer à évoluer. Et malheureusement, certaines complications, quand elles surviennent, comme disait le docteur Traoré, on essaie de limiter, mais on ne peut pas faire marche arrière totalement. C'est pour ça qu'il faut justement tout faire pour que cette maladie rénale liée à l'hypertension artérielle ne soit pas, n'arrive pas. Et donc, c'est prendre correctement ces médicaments, c'est respecter toutes les mesures de prévention primaire, parce que la prévention primaire intervient aussi dans la prévention secondaire, parce que même si on est sous traitement, il ne faut pas fumer, il ne faut pas consommer trop d'alcool, il ne faut pas passer toute la journée à manger que de la viande, on a dit de privilégier les fruits et les légumes, il faut faire de l'activité physique sportive régulièrement, il faut réduire le sel dans son alimentation, il faut contrôler ou en tout cas corriger son défaut de cholestérol, il faut soigner son diabète, et donc tout cela, le traitement de l'hypertension artérielle, un traitement bien conduit, permet d'éviter donc justement qu'on arrive au stade de la néphropathie hypertensive. Donc, il faut simplement faire toutes les mesures de prévention primaire là et ajouter à cela le fait de prendre correctement ces médicaments et de continuer d'en prendre même quand la tension devient normale. Voilà, parce que si on arrête le traitement, il y aura un effet de bon, la tension va remonter et à ce moment-là, ça peut remonter avec les gars qui sont pas. Merci, docteur Sawabde. Je pose la même question à docteur Sadiki. Quand on souffre du diabète, quelles sont les dispositions à prendre pour éviter les complications? Merci. Bon, les dispositions à prendre pour éviter les complications, c'est le suivi régulier et très sérieux du diabète, la prise des médicaments, le respect des rendez-vous et les conseils en fait que donnent en fait les mesures hygiéno-diététiques chez nous, surtout l'alimentation équilibrée. Éviter tout comportement en fait qui vise en fait à altérer les reins, prendre des médicaments sans autorisation, arrêter son traitement et retomber en fait dans les habitudes en fait qui avaient amené à entrer en fait dans cet état de diabète là. Et ces habitudes, généralement la sédentarité, le manque d'activité physique, la prise régulière d'alcool, le tabagisme, voilà. En fait, c'est un peu ça, en fait, qu'il faut revoir. Voilà, accepter le suivi. Et puis, le suivi, quand on dit suivi, c'est-à-dire que presque, parce que chez nous, nous allons utiliser ce qu'on appelle l'équilibre glycémique. C'est ça qui va nous permettre de dire si le traitement est bon. Et quand le traitement n'est pas bon, à chaque fois, on peut adapter. On va changer, on va modifier. Et dans les situations particulières, telles que les grossesses, les situations de maladies aiguës d'intervention chirurgicale, on peut encore être amené à changer les traitements. Et il faut que le patient nous suive tout au long. Le suivi, en tout cas, il y a un rythme de suivi. Et si le patient suit réellement, on gagne en fait contre la maladie rénale diabétique. Et le diabète ne va pas évoluer vers. Par contre, si les choses ne sont pas faites correctement, vous allez voir que l'on va arriver vers la maladie rénale diabétique, ce qui est encore désagréable. Voilà, c'est vraiment difficile. Et puis, je sais que le docteur Traoré, il doit même nous le dire, les centres de dialyse aujourd'hui sont surchargés et nous ne voulons pas en arriver là. Nous ne voulons pas en arriver là. Merci. Je pose également la même question à docteur Traoré. Quelles sont les dispositions à prendre pour éviter les complications? Voilà, je pense que c'est quasiment la même chose. Pour emprunter l'expression, je ne sais pas, anglophone, on dirait que c'est la mode maintenant, on est dans une situation de all-in-one. Ça veut dire qu'on a 3 pathologies, mais dont les mesures préventives sont quasiment les mêmes.
ces 3 gros facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, tout ce qui va concourir à fatiguer les vaisseaux, à détruire les vaisseaux, doivent être évités. Donc, mes 2 prédécesseurs l'ont dit. Dans l'alimentation, c'est important de faire gaffe. De ne pas manger trop sucré, ne pas manger trop salé, ne pas manger trop gras, ne pas être sédentaire, faire du sport. Ça, c'est la chose que c'est ma bagarre avec une bonne partie de mes patients. On aime bien s'asseoir devant sa télé. C'est très, très important. Ça a l'air d'être rien, ça a l'air d'être négligeable, mais c'est le premier et je pense le meilleur traitement qu'on a dans nos pays pas très développés, avec très peu de ressources. Ça permet même, j'avais dit, d'éviter donc la tension, le diabète. En tout cas, ça peut protéger un peu. Mais lorsqu'on a déjà la tension, l'hypertension, le diabète, il faut suivre son médecin, il faut suivre ses prescriptions, il faut être dans la bouche du médecin, comme on dit. Il faut observer les traitements qui seront prescrits. Il faut ne pas être perdu de vue. Si on dit de revenir dans un mois, parce qu'on pense que dans un mois, il y a X ou Y déséquilibre qui peut survenir, il faut vraiment respecter. Parce qu'il y a quelque chose que l'on oublie. Lorsqu'on donne une recommandation, en tout cas à l'hôpital, au bout de quelques temps, ça peut être 1 mois, ça peut être 2 mois, en fait, l'information peut être tronquée. Donc, aujourd'hui, on a dit manger 2 carreaux de sucre. Mais avec le temps, pour X ou Y raison, le patient peut être là à manger 4-5 en disant non, on m'a dit de manger 5 carreaux de sucre. C'est pour ça que les contrôles sont très importants pour qu'on répète les bonnes mesures, Maintenant, lorsqu'il y a la maladie rénale chronique, il faut ne pas oublier que les autres maladies sont là. Et les autres maladies sont des facteurs de progression de cette maladie rénale chronique-là. Donc, on peut bel et bien contrôler l'hypertension artérielle et le diabète, mais lorsqu'on néglige les autres maladies, que ce soit une infection au VIH, qu'on traite bien actuellement, que ce soit un paludisme, que ce soit nos habitudes de vie, ça vient aggraver le problème qu'il y a déjà. Donc, il faut vraiment suivre ça. Et enfin, ne rater, c'est-à-dire pour tout ça, ne rater aucune occasion de dépister son diabète, son hypertension artérielle ou sa maladie rénale chronique. Voilà. Merci. Nous allons vous soumettre à présent les préoccupations de nos abonnés. Pourquoi dit-on que les personnes diabétiques, hypertendues et souffrant d'insuffisance rénale sont à risque de développer les formes graves de la COVID-19? Docteur Sawadou, pour commencer. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît, la question. Docteur Sawadou, il y a un de nos abonnés qui demande pourquoi les personnes hypertendues sont plus à risque de développer les formes graves de la COVID-19. D'accord. En fait, ce n'est pas seulement les patients hypertendus, c'est tous les patients porteurs de maladies chroniques. Parce que quand quelqu'un est porteur d'une maladie chronique, la personne se trouve en état de fragilité par rapport à quelqu'un qui n'a pas une maladie chronique. Et donc, cet état de fragilité là, fait que si une maladie opportune, une autre maladie vient se greffer dessus, mais naturellement, les choses sont un peu plus compliquées. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, que même avant le COVID-19, on a dit tout à l'heure que quand le patient est hypertendu et diabétique à la fois, c'est plus compliqué que quand c'est l'un ou l'autre. Ça veut dire que l'association de plusieurs maladies, naturellement, rend le tableau plus difficile. Donc, c'est le fait de la maladie chronique qui fragilise déjà le terrain pour que le patient, que la COVID-19 vienne maintenant aggraver et faire que ce patient fait des formes un peu plus graves que les autres du fait de son terrain qui avait déjà été fragilisé par la maladie chronique. Que ce soit l'hypertension, que ce soit le diabète, que ce soit l'asthme, les maladies chroniques, donc des situations d'aggravation pour les patients de COVID-19. Docteur Sanogo, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur cette question? Bon, en fait, ce que moi j'ai à ajouter par rapport à cette question, c'est qu'en fait, la COVID-19, c'est une maladie qui agit en fait aussi sur les vaisseaux.
Voilà, dans la description, c'est dit la physiopathologie de la maladie. On voit qu'en fait, il y a une altération et elle est à risque en fait que l'on peut dire. Et c'est une infection. Et comme c'est une infection, chez nous, en fait, toute infection a tendance à augmenter la glycémie. Et le diabète, en fait, c'est une maladie qui immunodéprime, en fait. Ça baisse l'immunité et ça rend le patient plus fragile. Et comme le diabète et l'hypertension artérielle agissent déjà sur les vaisseaux, la personne devient encore un sujet à risque de développer des complications graves. Et déjà, même, il y a certains patients diabétiques qui ont une mauvaise santé cardiovasculaire, qui sont peut-être porteurs de maladies coronariennes, par exemple, des vaisseaux du cœur. Donc, imaginons encore si cette situation vient s'ajouter, c'est encore plus difficile d'agir. Je m'adresse à Dr Traoré. En quoi les personnes souffrant d'insuffisance rénale présentent plus de risque de développer la COVID-19? Effectivement, les personnes ayant une insuffisance rénale chronique sont à risque, pas de développer la maladie seulement, parce que tout le monde peut avoir la COVID-19 assez facilement, mais effectivement de développer des formes graves, donc mortelles. D'abord parce que, comme l'a dit Dr Saloukou, les vaisseaux sont abîmés. Le cœur et les vaisseaux sont abîmés, alors que dans la COVID-19 également, c'est un peu quelque chose qui, comment je vais dire, les vaisseaux seront encore plus fragilisés. Ça, c'est un. Deux, les patients ayant une insuffisance rénale chronique sont des patients immunodéprimés. C'est ce que les gens ne savent pas. On les classe comme patients immunodéprimés. En tout cas, leur corps n'arrive pas à réagir lorsqu'il y a des agressions, notamment infectieuses, inflammatoires, infectieuses. La COVID-19 est une maladie infectieuse. Donc, lorsqu'elle sera agressée, ça va être compliqué pour le corps de réagir. Et enfin, dans l'insuffisance rénale chronique, le corps se cherche même un peu. Le rein était là pour assurer, on va dire, on parle d'homéostasie. C'est l'équilibre des choses, du fonctionnement à l'intérieur du corps. Donc, il se cherche. Voilà une autre maladie qui vient, qui déstabilise tout, qui essaie qui fait sécréter beaucoup de substances qui sont là à déstabiliser le corps. Donc, c'est ça un peu qui fait que les malades ayant une insuffisance rénale chronique vont développer plus de formes graves, de formes mortelles que le citoyen lambda en population générale. Merci, Dr Traoré. Une autre question. Quelles sont nos chances de survie quand on souffre de l'hypertension et du diabète? Je m'adresse d'abord à Dr Traoré. Les chances de... Nos chances de survie quand on souffre de l'hypertension et du diabète. Chances de survie. Oui. Non, l'hypertension et le diabète ne sont pas un drame. Voilà, ce sont des maladies pour lesquelles les traitements existent et sont efficaces. Alors, pour revenir particulièrement à l'hypertension, parce que je ne vais pas brûler la vedette à la diabéto, voilà, pour revenir à l'hypertension, par exemple, l'hypertension artérielle n'est pas un drame. C'est une maladie pour laquelle il existe un traitement efficace. Donc, quelqu'un qui souffre d'hypertension artérielle, qui prend correctement ses médicaments, qui suit son régime tel que dit, qui met en application les mesures préventives telles qu'édictées là, c'est-à-dire on a dit réduire le sel, de ne pas consommer trop d'alcool, d'arrêter de fumer lorsqu'il fume, de perdre du poids lorsqu'il y a de l'obésité, etc., etc. Et qui prend ses médicaments, qui vient à ses rendez-vous normalement, mais il a les mêmes chances que tout le monde de vivre normalement. Voilà. C'est quand il n'y a pas tout ça maintenant et que les complications surviennent et qu'on fait un AVC, et qu'on fait un infarctus, et qu'on tombe en insuffisance cardiaque, qu'en ce moment, effectivement, la survie commence à poser problème parce que quelque chose a été amputé dans cette personne-là et en ce moment, l'espérance de vie peut être affectée. Sinon, le patient hypertendu qui suit correctement son traitement, son style de vie qui est correct et qui respecte ses rendez-vous, comme a dit le Dr Saloukou, parce qu'une chose est aussi d'avoir des médicaments, et une autre aussi est d'être régulier à ses rendez-vous, parce qu'entre parenthèses, il faut savoir que les rendez-vous ne sont pas faits seulement pour mesurer la tension artérielle, je le répète, mais c'est aussi pour évaluer et rechercher les potentielles complications qui peuvent survenir. Donc, quelqu'un qui respecte tout ça, a priori,
il y a pas de sa vie n'est pas en danger. Voilà. Donc, faut pas non plus. Pas du tout. Sa vie n'est pas en danger. Les dangers surviennent lorsqu'on ne fait pas tout ça et qu'il y a des complications qui interviennent. Voilà. Je pose la même question à Dr. Salibou. Quelles sont nos chances de survie quand on souffre du diabète? Bon, moi, je dirais que les chances de survie dépendent du patient. L'importance du suivi, l'acceptation, moi je dis l'acceptation, l'importance du suivi, l'importance de prendre ses médicaments. Il faut écouter son médecin. Maintenant, si on écoute d'autres personnes, c'est ça aussi qui marche en fait dans la vie. Voilà, parce qu'un tel prend un tel traitement, ça va prendre, on pense que l'on se fait soigner. En fait, on crée d'autres problèmes. En fait, on est en train de chercher notre maladie, ajouter en fait à la maladie que l'on a actuellement. Donc, pour moi, les chances de survie dépendent de la personne. Si vous voulez avoir la même espérance, écoutez nos conseils. Merci, Dr. Salibou. Et une dernière question. Est-ce que le traitement de ces trois pathologies, à savoir le diabète, l'hypertension, la maladie rénale, est accessible aux populations? Dr. Traoré, pour commencer. Bon, je vais laisser les autres parler de leur diabète et de leur hypertension artérielle. Concernant la maladie rénale chronique, au stade précoce, ça va. Bon, ça ne sort pas de ma poche, c'est vrai, mais je pense que c'est relativement accessible lorsqu'on voit ce qu'on risque et lorsqu'on voit les coûts, lorsque le stade est avancé. Au stade précoce, ça va. Donc, ça peut être juste des mesures génétiques. En général, même, bon, je fais souvent la bagarre avec certains de mes autres collègues parce qu'on peut être à même de réduire les médicaments pour préserver les reins. Donc, c'est pour dire que nous, on peut même un peu rentrer dans l'économie. Ça, c'est au début. Mais au fur et à mesure que les choses vont évoluer, on sera obligé de prescrire des médicaments. Donc, les coûts vont augmenter. Et lorsqu'on va arriver au niveau de... C'est-à-dire, ça va nécessiter, par exemple, de la dialyse, ça coûte cher. Un, ça coûte cher. Deux, la dialyse n'est pas disponible partout. La dialyse n'est pas disponible partout. La dialyse n'est pas disponible pour tout le monde. On prend très peu en charge les gens en dialyse, malheureusement. Je ne vais pas donner de chiffres forcément pour décourager, mais tout le monde ne peut pas être dialysé. Pendant qu'à un certain moment, sans dialyse, il n'y a pas de vie lorsque les reins ne fonctionnent pas. Donc, très tôt, ça va, mais tard, ça devient un gros problème. Et bien sûr, ça vient s'ajouter à la prise en charge du diabète ou de l'hypertension artérielle qui a pu être la cause de la maladie rénale chronique. Donc, encore une fois, il faut dépister. Tout. Merci, Dr. Sarongo. Est-ce que la prise en charge de l'hypertension est accessible? Okay. Est-ce que la prise en charge, s'il vous plaît? Est-ce que la prise en charge de l'hypertension est accessible? Accessible, d'accord. Je dirais oui, c'est accessible, d'autant plus qu'il existe quand même beaucoup de génériques maintenant pour ce qui concerne les médicaments anti-hypertenseurs. Mais comme l'a dit Dr. Traoré, il faut dépister et soigner et commencer précocement les choses parce que, vous savez, en matière de traitement d'hypertension artérielle, tout le monde n'a pas les mêmes molécules et tout le monde n'a pas le même nombre de molécules à prendre. Il y a des gens qui vont avoir un seul complément à avaler parce que ça contient un seul principe actif, ou bien 2, 3 ou 4, en fonction du degré de sévérité de votre hypertension artérielle, mais aussi des autres facteurs associés. Vous pouvez être amené à avoir plusieurs médicaments et plus le nombre de médicaments va augmenter naturellement, plus le coût aussi sera élevé. Mais sinon, d'une manière générale, il y a même des médicaments qui sont angéliques, donc les coûts sont plus ou moins acceptables, même si s'il y a des possibilités, quand on a la possibilité d'avoir des assurances, c'est meilleur, bien sûr, mais pour le commun du mortel, il y a des médicaments relativement abordables, mais faut-il que le diagnostic soit posé tôt
pour que le traitement ne demande pas beaucoup de médicaments, parce que même pour les médicaments les moins chers, lorsqu'on doit associer plusieurs médicaments, ça finit par devenir cher. Voilà. Merci, Dr Saloukou. Est-ce que la prise en charge du diabète est à la portée du public? Merci. La prise en charge du diabète, moi je pense qu'elle soit à la portée, elle est plus à la portée. Moi, je pense que dès le début, quand même, au début, on va faire un certain nombre de bilans. C'est vrai, c'est pas évident. Docteur Saloukou, on vous entend faible. Je reprends. Je dis en fait, dire qu'elle a la c'est bien vrai, mais vous m'entendez? Oui, je vous entends. On vous entend très bien. Voilà, la prise en charge du diabète, c'est vrai, elle n'est pas à la portée de tous, mais elle est plus à la portée d'un plus grand nombre que la prise en charge du diabète avec ses complications. Donc, on va faire des efforts parce que dans nos groupes, généralement, ceux qui suivent pas ne sont pas forcément ceux qui n'ont pas les moyens. Mais on encourage surtout à faire le dépistage très tôt, de prévention. Mais de faire le dépistage, on ne peut pas dire que il faut faire l'effort parce que ce qui est vraiment difficile. Voilà. Je rappelle en fait, le diabète complique beaucoup en maladie rénale. Il complique beaucoup plus qu'en maladie rénale. La dialyse accessible. En plus de ça, une complication beaucoup plus grave. L'amputation, vous voyez. Voilà. Donc, si vous êtes diabétique, sans amputation, vous avez à travailler. Et si vous êtes en plus, vous avez une maladie rénale, c'est-à-dire le corps subit maintenant, vous ne pouvez plus travailler. Vous voyez. Donc, c'est beaucoup plus difficile de se soigner. Et là, bon, on survit, on ne vit plus. Merci, Dr Saloukou. Et nous sommes à la fin de cet entretien. Nous tenons à remercier nos invités qui ont bien voulu s'appliquer de leur temps pour répondre à notre invitation, malgré leur emploi du temps assez chargé. Merci, Dr Saloukou. Vous êtes médecin cardiologue, chef de service cardiologie à Chipra. Merci, Dr Ella Saloukou. Vous êtes diabétologue, endocrinologue. Merci à vous également, Dr Hassan Traoré, néphrologue au CHU Agadougou. Merci. Merci. Nous remercions également nos abonnés qui nous ont suivis et nous espérons que vous avez pris bonne note de nos recommandations, des recommandations de nos spécialistes, pardon. Merci à Amon Bazongo qui a assuré la coordination depuis le Mozambique et qui a permis la réalisation du suivi. Nous remercions également Ari Sonda depuis la France qui a accompagné l'équipe pour la réalisation du suivi. On va devoir nous abonner la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous. Au revoir. Au revoir.